Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire portant sur la santé mentale périnatale à l'ère du numérique. Mon nom est Jennifer Daag. Je suis adjointe au président directeur général adjoint du CIUS de l'Est de l'île de Montréal et en co-direction du Centre d'expertise provinciale en santé mentale, dépendance, itinérance au niveau de la technologie de l'information, ce qu'on appelle communément le CETI-SMDI. Donc, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Ce sera l'occasion pour nous aujourd'hui de découvrir en fait l'importance du problème de la santé mentale périnatale et également d'explorer toutes sortes d'outils et de solutions numériques pour arriver à adresser cet enjeu-là populationnel, surtout dans une perspective de promotion et de prévention de la santé mentale périnatale, notamment avec la sortie de l'outil Toi, moi, bébé en ligne dès le 17 juin dernier au toitmoibébé.ca. Finalement, quelques remerciements d'usage. Alors, merci encore une fois à tous les panélistes aujourd'hui d'avoir gentiment accepté de partager leur expertise avec nous. Merci également au soutien technique qui est offert par l'audiovisuel du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, à la régie. Et merci, bien sûr, à nos communications et à vous tous d'avoir relayé également le webinaire aujourd'hui, d'être là en grand nombre. Au niveau du CETI-SMDI, notre mission, c'est d'accélérer la transformation numérique des services en santé mentale, dépendance, itinérance. On a un mandat ministériel. L'idée, c'est de fournir des solutions qui sont numériquement accessibles, qui sont inclusives, basées sur les besoins de la personne. Tout ça pour augmenter l'accès en santé mentale, dépendance et itinérance au niveau des besoins. Ensuite de ça, notre objectif, c'est aussi de soutenir le développement de technologies novatrices. Donc, on fait dans le développement, on ne fait pas seulement dans la mise à l'échelle. Donc, on crée également de nouveaux outils. L'idée, c'est que ces outils-là soient aussi validés scientifiquement pour avoir la meilleure qualité rendue à la population. De plus, comme aujourd'hui, on tente aussi de faire du transfert de connaissances et de rester à l'avant-garde des différentes technologies et de vous les partager à vous, cliniciens, médecins, gestionnaires autour de l'écran, mais également à l'ensemble de la population, aux organismes communautaires qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, dans le fond, notre mission, notre vision, pardon, c'est de devenir un leader incontournable de l'innovation numérique dans cette offre de soins-là, puis d'avoir des outils qui sont adaptés et permettent au final, sur le site de québec.ca/santé mentale, qui est notre vitrine ministérielle, de déposer l'ensemble des outils numériques en santé mentale pour le bien de la population, souvent des outils d'auto-soins, d'autogestion accessibles en tout temps et disponibles gratuitement. Donc, voilà. C'est notre offre pour le public, donc d'accompagner le public dans l'utilisation de ces outils-là comme première instance de traitement à bien des égards, en plus d'utiliser ces outils-là comme adjuvants dans d'autres cas. Pour les cliniciens, c'est l'occasion aussi d'introduire des outils sécurisés à travers, dans le fond, le quotidien clinique selon les portraits cliniques et également d'assurer une gestion du changement en utilisant ces nouvelles technologies-là, que ce soit des sites web interactifs, des applications mobiles ou des objets connectés en santé, encore de la réalité virtuelle à l'intérieur des parcours de soins. C'est vraiment de vous soutenir, de vous former, de vous en apprendre plus sur le sujet. Et pour les chercheurs et les entreprises, comme tel, c'est un travail collaboratif de fond qu'on fait avec vous tous. Sans vous, on ne pourrait pas avoir non plus le développement de ces outils-là. Donc, aujourd'hui, les objectifs d'apprentissage sont les suivants. On va chercher aujourd'hui à démystifier la santé mentale périnatale, comprendre l'importance du problème, souligner en fait les éléments de prévention, de symptomatologie, de traitement efficace, notamment des traitements via le volet du numérique. On va présenter le programme en ligne en santé mentale périnatale Toi, moi, bébé, en collaboration avec le CHU Sainte-Justine. On va également tenter de découvrir des expériences d'utilisation. Donc, on va avoir un témoignage d'une maman qui a utilisé Toi, moi, bébé en l'occurrence et comment ça s'est passé pour elle. Puis, au final, c'est d'avoir un panel avec un échange interactif sur nos différentes expériences entourant le numérique en santé mentale périnatale, donc la santé mentale des nouvelles mères, des futures mères et également des coparents et de l'ensemble de leur entourage dans ce cas-ci. Donc aujourd'hui, comme panéliste, on va avoir professeur Sylvana Côté, qui est chercheure au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, professeure également à l'Université de Montréal,
Dr Martin Saint-André, qui est chef médical de la clinique de psychiatrie périnatale et jeune enfant au CHU Sainte-Justine, qui est médecin et psychiatre, Valérie Sanson, qui est également conseillère cadre en sciences infirmières, en santé mentale périnatale, dans son rôle au sein de Toi Moi Bébé, plus spécifiquement au CHU Sainte-Justine. On a également Marie-Michelle Poirier, qui est notre savoir expérientiel autour de la table, donc maman partenaire au CHU Sainte-Justine également. On aura également Karine Trudeau de l'équipe du CETI, SMDI du sud de l'Est de l'île de Montréal, qui est à PPR au niveau du dossier Toi Moi Bébé, et je vais vous entretenir comme animatrice aujourd'hui. Donc, nous n'avons aucun conflit d'intérêt potentiel à déclarer, là, donc là-dessus, tout est beau. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à professeure Sylvana Côté, chercheure au CHU Sainte-Justine, afin de nous entretenir sur les premiers éléments de notre discussion aujourd'hui, c'est-à-dire le portrait de la santé mentale périnatale au Québec, donc tout le volet portrait de santé publique et épidémiologique. Professeur Côté, à toi la parole. Bonjour à tous. Ça me fait très, très plaisir de m'adresser à vous pour vous parler de Toi Moi Bébé. Donc, Toi Moi Bébé, c'est un programme qui a deux fonctions: prévention des problèmes de santé mentale en postpartum et promotion de la santé mentale. Et je vais expliquer, en lien avec l'épidémiologie des problèmes de santé mentale périnatale, comment il peut être utilisé à grands traits, parce qu'on va rentrer beaucoup plus en profondeur dans le sujet avec les autres panélistes. Je veux placer le contexte de ce programme Toi Moi Bébé. Il est très, très, très important pour moi de vous dire que le programme ne saurait remplacer la lutte à la pauvreté et aux violences faites aux femmes et aux enfants. Je le précise parce que ce n'est pas un programme, c'est un programme qui travaille au niveau individuel. Et si vous accompagnez des personnes qui ont besoin de soutien à un niveau plus structurel, comme par exemple qui vivent dans des situations insalubres ou qui subissent de la violence, Toi Moi Bébé ne peut pas être la seule réponse, c'est évident. Pour ce genre de difficultés, on peut utiliser Toi Moi Bébé, mais en association avec d'autres services sociaux. Et à tous, je nous le rappelle, la lutte à la pauvreté et aux violences faites aux femmes et aux enfants devrait bien évidemment demeurer notre priorité. Ce n'est aussi pas un outil qui vise à performer sa maternité. Au contraire, c'est un outil qui vise à gérer ses propres attentes, mais aussi les attentes que la société a envers les femmes, les mères, qui sont souvent très, très élevées et parfois empreintes de préjugés. Ceci étant dit, Toi Moi Bébé a sa place dans l'écologie des interventions et des outils de soutien en santé mentale périnatale pour 5 raisons que j'aimerais vous présenter. La première, c'est que la prévalence de la dépression périnatale, elle est importante. Ici, vous avez 5 femmes enceintes. La première étant plus foncée, elle représente 1/5 environ des femmes qui ont des problèmes de sévérité clinique. Une sévérité clinique, ça veut dire que ce n'est pas un blues passager, c'est une personne qui aurait un diagnostic si elle allait consulter un psychiatre ou un médecin, qui sont les seules personnes habilitées à faire des diagnostics psychiatriques au jour d'aujourd'hui. Ça veut aussi dire que les symptômes sont tellement importants que la personne a de la difficulté à fonctionner et une souffrance extrême. Pour ce genre de problématique, qui peut survenir plus fréquemment en période périnatale qu'à l'extérieur de cette période, un accompagnement d'un professionnel est très important. Il y a l'autre personne sur 5 qui a des difficultés sous-cliniques. Ce que ça veut dire, c'est que la souffrance est grande, est importante, doit être prise en compte, mais la personne peut quand même
continuer à fonctionner, à faire ses activités, mais elle souffre beaucoup. La troisième personne a des problèmes de sévérité, des symptômes de sévérité, disons, modérés vers le léger. Parfois, ça va pas du tout. Aussi une personne qui pourrait bénéficier de soutien, mais pas nécessairement clinique. Et les deux autres personnes ont des symptômes qu'on peut dire fréquents, peut-être même normatifs en fonction des événements de vie, et peuvent elles aussi utiliser Toi, moi, bébé comme un outil pour gérer les situations qui sont un peu plus corsées, disons, ou favoriser son bien-être, ou encore préparer la venue de l'enfant qui a son lot de défis, notamment au niveau du temps qu'on a pour soi, puis du sommeil qui est largement perturbé. Donc, Toi, ma bébé peut être utilisé en prévention pour les personnes qui ont des difficultés en prénatal, en prévention de ce qui peut se passer après, parce que lorsque c'est difficile prénatal, le meilleur prédicteur de la dépression postpartum, c'est les symptômes prépartum. Ça peut être aussi utilisé comme adjuvant en clinique, et ça, Dr Saint-André va bien l'expliquer, c'est-à-dire que si un clinicien ou un professionnel de la santé suit des personnes qui ont des problèmes de sévérité clinique, Toi, moi, bébé peut être utilisé comme un outil de communication, comme un outil adjuvant. Et enfin, en promotion de la santé pour favoriser, disons, les saines habitudes de gestion des difficultés et de la santé mentale. Alors, une autre raison pour laquelle, alors la prévalence est importante, une autre raison, c'est l'impact sur la mère des symptômes d'anxiété et de dépression qui sont très comorbides, anxiété et dépression très comorbides. Évidemment, les impacts psychologiques sont importants. Les impacts relationnels peuvent l'être aussi au niveau du couple, au niveau de la relation avec les autres enfants, s'il y en a. Au niveau physique, les variations dans l'énergie, les difficultés de sommeil, les difficultés possiblement à s'alimenter, les difficultés à s'activer comportementalement. On ne parle pas d'un niveau d'activation comportementale du niveau de performance, mais une espèce de léthargie qui est très inconfortable et qui pourrait améliorer les symptômes si elle était brisée. L'impact sur l'enfant. Alors, il y a de nombreuses études qui documentent le lien entre la dépression maternelle et le développement de l'enfant. Ces études, il ne faut pas les voir comme des outils de culpabilisation des mères, ce n'est pas ça du tout. C'est des études d'association qui montrent que, bien évidemment, lorsque une nouvelle maman est déprimée et très, très triste et anxieuse, il est difficile de bien prendre soin de son nouveau-né. Ces données doivent être utilisées comme ayant une sensibilité à ces difficultés pour amener du soutien et non pas en tant qu'outil de culpabilisation. Mais il est clair que quand on est dans une dépression postpartum, il est difficile de stimuler son enfant, il est difficile aussi de gérer la relation avec lui, d'être complète ou elle, d'être très présent pour l'enfant qui est le nouveau-né et les autres. Et à terme, ça peut faire une boule de neige et avoir des associations avec le développement à long terme. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs études qui montrent que lorsqu'on intervient, on réduit les conséquences de la dépression. Et c'est le message principal ici. Toutes ces études ici montrent des tailles d'effet au-dessus de 0 qui montrent une amélioration du développement de l'enfant et des symptômes de la mère lorsqu'on intervient. Et ce sont des interventions psychosociales et non pas des interventions pharmacologiques. On a aussi une autre raison pour agir, c'est la connaissance des signes annonciateurs. La dépression postpartum et les problèmes de santé mentale sévères, lorsqu'ils sont sévères, en général, il y avait des signes annonciateurs. L'histoire de dépression antécédent est le meilleur prédicteur, le plus fort prédicteur de la dépression en postpartum. Donc, les personnes qui ont des vulnérabilités
à la dépression, à l'anxiété, sont plus à risque. Il y a beaucoup de comorbidités avec l'anxiété. Donc, une personne très anxieuse va être plus à risque. Et il y a des contextes de vie, bien évidemment, qui sont plus propices à la dépression. Alors, bien sûr, défavorisation sociale et matérielle, isolement, abus et mauvais traitements sont en soi des raisons pour vivre de la dépression. Il faut adresser ces contextes-là, comme je l'ai dit en introduction, mais on peut aussi aider la mère à se prendre en main via des outils comme Toi, moi, bébé. Des solutions préventives non iatrogènes existent. Je précise non iatrogènes, donc, parce que il y a la science indique que certaines interventions peuvent avoir des effets négatifs. Donc, on se doit de connaître ce qui n'a pas d'impact négatif et ce qui a aussi démontré des effets parce qu'il y a une pléthore d'interventions qui ont montré aucun effet. Alors, en 2019, le US Preventive Task Force, un comité aux États-Unis qui fait la recension des programmes qui peuvent prévenir les problèmes de santé, a fait un gros travail sur la prévention de la dépression postpartum périnatale et il recommande aux cliniciens de proposer des interventions de type counseling. Counseling, c'est donc type behavioral cognitif comme Toi, moi, bébé, aux femmes enceintes et en postpartum qui présentent un risque accru de dépression périnatale ou de les orienter vers ces interventions. Une recommandation de type B qui indique peu de risques, beaucoup d'effets et un nombre, une quantité quand même importante d'effets, d'évidence pour l'efficacité. Donc, nous pouvons agir. Nous n'avons pas à rester dans cette situation. Toi, moi, bébé, donc, a deux faces, comme Martin comme docteur Saint-Amby va très bien le présenter, soit en prévention, soit en promotion de la santé, ou soit comme adjuvant au traitement, en fait, soit en adjuvant au traitement clinique. Et voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur Toi, moi, bébé. Merci beaucoup, professeur Côté, pour ces explications très claires. Ça met en bouche, en fait, la suite de notre discussion. Nous allons plonger dans le deuxième volet de la discussion avec le docteur Martin Saint-André, qui est médecin psychiatre au CHU Sainte-Justine, encore une fois, chef médical de la clinique de psychiatrie périnatale et jeunes enfants du CHU. Donc, il va venir nous parler des perspectives médicales et aussi surtout de l'intervention autour de la dépression périnatale. Donc, docteur Saint-André, à vous la parole. Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui durant cette journée de vacances. J'ai même un voisin qui a arrêté de faire de la chainsaw juste à l'instant pour nous aider. Écoutez, si quelqu'un m'avait dit avant la pandémie que assis à Sainte-Béatrix, qu'on parlerait ensemble avec 300 personnes en écoutant une valse de Strauss avant de commencer d'un programme en ligne pour prévenir la dépression du postpartum, j'aurais dit à cette personne-là là, qu'il fallait qu'elle prenne, probablement qu'elle prenne un rendez-vous avec un de mes collègues. Mais on y est et c'est un grand plaisir. Puis c'est dire que quand on s'y met ensemble, que les progrès sont toujours possibles, même des progrès inattendus. 1 + 1 + 1 = 10. Alors, les conflits d'intérêts, j'en ai pas. Écoutez, moi, ça fait 25 ans que j'étudie le zen. Je ne me suis pas encore amélioré, mais ils m'ont demandé de l'enseigner à partir de l'an passé. Donc, je travaille avec ce groupe-là, qui est un groupe international qui a été fondé par Marshall Linehan, qui plusieurs d'entre vous connaissez, donc avec qui j'ai étudié. J'ai étudié à Montréal, donc je ne reçois pas d'argent là, pour faire ça. En fait, je n'ai même pas de mérite. Ça ne donne pas de mérite. Mais ça peut aider, je vais vous en parler. Donc, il y a beaucoup de remerciements à faire. Mais les équipes cliniques, c'est quand même nos patients qui nous apprennent les choses. Marie-Michel, je la trouve très courageuse. Je trouve ça vraiment super sympathique. Merci beaucoup d'avoir accepté. Les équipes de recherche, on a une collaboration extraordinaire avec, on voit l'étendue de la pensée de notre leader de ce projet, qui c'est un charme de collaborer.
Puis évidemment, l'équipe du ministère qui est venue vraiment là, propulser tout ce beau travail-là, comme on le constate aujourd'hui avec plus de 300 personnes en ligne. OK, donc, attends, je vais baisser mon chose ici. OK, donc les objectifs, les points clés, vous les avez tout de suite. Donc, la dépression périnatale se présente de façon variée et exige une approche multimodale. Il y a deux dimensions clés à l'intervention, le savoir-faire puis le savoir-être. Puis, on va parler de petites recommandations cliniques au sujet de l'utilisation d'outils d'accompagnement standardisés. Donc, la dépression périnatale est hétérogène, hein. Je pense que c'est un mot là, qui peut... Plus on connaît quelque chose, moins on le connaît. C'est un peu un paradoxe, au sens où plus on a de granularité dans ce qu'on observe, plus on voit qu'il y a différentes composantes. Et c'est un peu ce qui a mené à la diversité des moyens qui sont offerts dans 3 mois de bébé. Bien, au départ, la dépression périnatale, c'est quand même important de la conceptualiser aussi, mais pas exclusivement. C'est comme deux facettes d'une médaille, comme des douleurs de croissance, c'est-à-dire c'est une crise du développement, puis c'est une période où la souffrance peut présager des changements qui peuvent être durables chez la personne qui a rencontré des zones d'ombre durant cette période-là. Il y a plusieurs causes, évidemment, à la dépression périnatale. Il y a des causes biologiques, il y a des causes psychologiques, il y a des causes sociales. Je m'excuse de ce cliché éculé, mais c'est bien vrai pareil. Et chacun d'entre eux peut être approfondi. On n'a pas le temps d'aller là-dedans aujourd'hui. Les présentations cliniques, ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de comorbidités. Je suis assez vieux maintenant pour avoir vu depuis longtemps évoluer cette compréhension-là des comorbidités. Sylvana Côté a parlé de l'anxiété. Bien sûr, il y a tous les aspects en lien avec la personnalité. Je vous dis que si vous venez passer du temps à l'urgence pédopsychiatrique à Sainte-Justine, vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient en termes de régulation des émotions chez nos futures mamans. Et les profils symptomatiques aussi sont très variés, avec des profils, par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de ralentissement, d'irritabilité, d'autodépréciation, etc. En plus de ça, il y a des groupes particuliers. Et dans 3 mois bébé, bien, on pense, bien sûr aux mamans. Et il y a les toits aussi. Bien, toi, là, il vient au rendez-vous maintenant, puis il est pris avec ses affaires. Et on a repéré de plus en plus les formes que pouvait prendre la dépression périnatale paternelle. Puis 3 mois bébé permet aussi d'aller dans ces choses-là. On essaie d'utiliser un langage qui soit propice à ce que ça exerce un attrait chez différentes personnes. La culture, le contexte clinique dans lequel on se retrouve, tout ça, donc, fait en sorte qu'on a beaucoup c'est comme un prisme un peu à l'intérieur duquel on intervient, où on peut voir la dépression périnatale comme un parapluie aussi qui regroupe beaucoup de personnes. Donc, tout ça, la conséquence pratique de ça, c'est que ça nous prend une intervention qui est multimodale. C'est quoi une intervention multimodale? Bien, c'est une intervention qui est flexible, c'est une intervention qui est rigoureuse, puis c'est une intervention où il faut développer une capacité d'improvisation, c'est-à-dire d'être capable de pivoter en fonction des différentes présentations cliniques qu'on va avoir. Alors, les deux polarités clés de 3 mois bébé sont le savoir-faire puis le savoir-être. C'est comme les deux côtés d'une même médaille. On ne peut pas avoir juste l'un sans avoir l'autre. Donc, pour le savoir-faire, bien, on change énergiquement ce que l'on peut changer, hein. Puis on essaie de donner des moyens, des outils. On utilise, comme ils disent en anglais, everything but the kitchen sink, hein. On utilise tout ce qui peut être possible d'utiliser pour améliorer les symptômes. On transige avec différentes manifestations. Ça peut être des phobies d'impulsion. Ça peut être de la sensibilité au traumatisme, qui est un thème très, très important aujourd'hui, qui fait l'objet de beaucoup d'études. Et on essaie donc de transiger avec ces différentes manifestations. On agit aussi sur les liens actuels, sur les liens anciens, donc tout l'aspect systémique et l'aspect intergénérationnel. Alors, tout ça, dans 3 mois bébé, il y a des composantes qui sont là pour toucher ces aspects-là. Puis, en même temps, bien, il y a les pratiques de savoir-être. Les pratiques de savoir-être, ça veut dire accepter radicalement la réalité. Ce que ça veut dire, c'est rencontrer la réalité telle qu'elle est. Non pas pour s'asseoir. Si, comme on dit, si on fait une crevaison à vélo,
ben, on ne s'assoit pas à côté pour méditer, on accepte la réalité, puis c'est suite à ça qu'on va changer la chambre à air. Relaxer, le discernement, la pleine conscience, avec les bénéfices et les limites que ça a. Puis finalement, la question de l'autocompassion, qui est d'avoir une bienveillance envers soi-même. Alors, dans les outils d'accompagnement standardisés qui sont euh, mis en place, on note que des dénominateurs communs sont la valorisation sociale de la parentalité puis la reconnaissance des défis courants. Plus on normalise, moins on crée un sentiment de dualité par rapport à des manifestations désagréables et souffrantes, et plus, paradoxalement, on aide à réduire les symptômes dépressifs. Ceci, évidemment, sans négliger la dimension vraiment médicale de ces conditions-là dans un certain nombre de cas. Les outils d'accompagnement aussi, n'oublions pas que ce sont des objets transitionnels pour les familles, c'est-à-dire c'est comme une doudou. Et ce qu'on remarque dans Toi, moi, bébé, c'est que ce que vous insufflez comme esprit dans la recommandation que vous en faites va beaucoup, beaucoup influencer les familles. Parfois, on va donner une copie papier. Si vous y allez en ligne, c'est sur le dépliant que vous donnez ou sur le site, vous créez comme quelque chose que les parents vont pouvoir apporter avec eux. C'est aussi un adjuvant clinique pour les cliniciens. Donc, les cliniciens, on répète souvent les mêmes choses. On aime ça avoir des outils spécifiques. On se sent confiant quand on s'appuie sur ce qui est déjà fait pour aller de l'avant, pour répondre aux questions. Donc, Toi, moi, bébé peut aider vraiment à faire ça. Je peux vous dire que sur les plus de 300-400 consultations qu'on a annuellement, dans notre clinique, on l'utilise constamment. Je pense qu'on en bénéficie. Donc, et ce sont évidemment des outils potentiels de promotion du bien-être des soignants. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, un soignant qui fonctionne bien, ben, c'est un soignant aussi qui est plus efficace. Et les moyens qui sont dans Toi, moi, bébé, je ne dis pas que c'est une panacée, ce qui serait naïf, mais c'est vrai que pour nous autres, dans l'équipe, on essaie de l'utiliser du mieux qu'on peut, puis des fois aussi, on se trompe dans l'utilisation qu'on en fait. Alors, utiliser Toi, moi, bébé en tant que personne utilisatrice ou intervenant, bien, la première des choses, c'est quand même d'avoir des attentes réalistes et de cultiver un esprit de curiosité par rapport à ça. Donc, d'avoir une ouverture et d'avoir une sorte de sensibilité à ce que ça peut signifier pour la personne qui est devant soi. Et c'est comme ça qu'en faisant une recommandation personnalisée, que vous allez être capable de donner envie aux personnes de l'utiliser avec leurs conjoints, parfois avec des membres de leur réseau. Ce qui est important aussi, c'est pour tous, c'est de s'approprier tranquillement le programme. Ce que ça veut dire, c'est pratiquer, pratiquer. C'est comme la musique, c'est comme le tennis. Il faut que les balles, il faut avoir fait des fausses balles pour arriver à le faire. Et comme Sylvana en parlait, le perfectionnisme qu'il y a actuellement, des fois, met beaucoup de pression. Il faut travailler avec ces aspects-là. Il faut développer nos habiletés de communication pour parler du programme avec les partenaires, avec évidemment les mamans, avec la clientèle, avec la patientèle. Bien comprendre et utiliser les leviers motivationnels, ça aussi, c'est extrêmement important. Il y a des belles formations dans l'INSPQ qui sont là-dessus. Si vous comprenez quels sont les avantages et les inconvénients pour la personne de l'utiliser, vous allez avoir beaucoup plus de chemin à faire plutôt que si vous l'imposez ex cathedra à des gens qui sont déjà débordés, qui ont d'autres enfants à la maison, etc. Prendre appui sur le réseau, persister, savoir prendre des pauses, la fureur thérapeutique, il n'y a rien de pire que ça. Donc, il faut reconnaître que des fois, les gens ont besoin d'aller vers l'une ou l'autre de ces dimensions-là et d'y aller avec ce qui est le plus attrayant pour les familles. Puis finalement, bien, rétroagir, ça c'est important parce qu'on est dans une première, peut-être une première itération là, populationnelle de Toi, mon bébé. Et on va continuer à travailler là-dessus avec l'appui des utilisateurs, utilisatrices. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Saint-André, pour cet éclairage, une perspective médicale, mais aussi très près de l'outil qu'on a développé avec le CHU Sainte-Justine. Notre prochaine intervention va porter sur le prendre soin de sa santé mentale durant la période périnatale à travers une boîte à outils de perspective aussi des soins infirmiers. Donc, nous accueillons Valérie Sanson, cadre conseil en sciences infirmières en santé mentale périnatale au CHU Sainte-Justine. Valérie, et la parole est à toi.
Merci Jennifer. Bonjour tout le monde. Comme mes collègues, je me pince encore de ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 5-6 ans qu'on travaille sur Toi, moi, bébé, le lancement cette semaine, puis 330 personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Un grand privilège. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais parler de prendre soin de la santé mentale dans une optique également un peu plus large avec d'autres mandats qui portent sur le même sujet. Vous allez voir certaines redondances avec ce que mes collègues viennent de dire, mais ça fait juste démontrer notre cohérence, en fait. On peut passer à la suivante. Donc, il y a eu une enquête en 2019 sur la santé mentale, la santé maternelle au Canada, et ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a une femme sur 4 qui présente des signes de troubles dépressifs ou anxieux au courant de la première année suivant la naissance. Parmi celles-ci, 43% ont des signes dépressifs, 22% des signes anxieux et 35% des troubles dépressifs et anxieux. Je trouvais que la proportion valait la peine d'être nommée. Ce n'est pas des cas d'exception. Je suis certaine que ça confirme ce que vous voyez auprès de vos clientèles. On peut se passer à la suivante. Ici, en fait, je voulais, dans la même démarche, on voit qu'il y a 33% des femmes qui se disent inquiètes à propos de leurs émotions et de leur santé mentale. Parmi celles-ci, il y en a 85% qui vont en parler à quelqu'un, généralement conjointe, membre de la famille, et après ça, le médecin, l'infirmière, psychologue. Moi, ce que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui, c'est que la santé mentale, c'est une responsabilité collective. On vous parle de Toi, moi, bébé, dans une optique d'intervenants, de professionnels, mais comme collectivité, plus on va parler de santé mentale périnatale, plus on va normaliser, plus on va essayer de casser la pression de performance que les femmes s'imposent et le cliché sociétal qui va dans le même sens, bien, plus on contribue à réduire la stigmatisation. Et pour traduire librement la citation juste en dessous, quand on n'en parle pas, quand on n'adresse pas ça, on peut causer la stigmatisation et la culpabilité que ressentent les futurs parents. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de la santé mentale pendant la période périnatale qui débute au tout début de la grossesse? Bien, il faut prendre en considération puis garder en tête que devenir parent, c'est une période de très grands changements. C'est une période où on peut voir apparaître l'émergence, où il peut y avoir l'émergence ou l'exacerbation de certaines vulnérabilités. Sylvana l'a dit tantôt, le meilleur prédicteur de la dépression postnatale, c'est une dépression antérieure. Les gens qui ont eu des troubles d'anxiété, sont plus à risque également. Donc, c'est certain que ça peut exacerber certains traits ou en voir apparaître des nouveaux. Il faut être conscient aussi qu'il y a certaines barrières qui font en sorte que les parents ne vont pas vouloir parler de santé mentale. Donc, ça peut être par le cliché sociétal, donc la pression qu'on dit tous qu'on devrait donc être heureuse et lumineuse et fabuleusement contente d'être enceinte. Ce n'est pas toujours le cas. Et quand les gens vivent ces émotions-là, elles se sentent un peu en retrait, ils vivent beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Ça peut être aussi par désirabilité sociale, dans le même ordre d'idée. Ça peut être parce qu'ils craignent d'être jugés ou qu'on craint comme intervenant, qu'ils craignent que les intervenants doutent de leurs compétences parentales, voire même que leur enfant pourrait leur être retiré. Donc, c'est des enjeux qui sont réels, on le constate en clinique. Chacun vient avec son bagage, on est la somme de nos expériences, puis des fois, on n'ose pas partager ce petit bout-là de notre vie, alors que c'est très important pour la suite des choses. Il y a aussi les barrières des intervenants, puis ayant fait plusieurs travaux avec les équipes d'obstétrique, il y en a plusieurs, puis je pense que vous allez vous reconnaître ici. Donc, qu'est-ce qui fait que les intervenants n'adressent pas toujours la santé mentale dans un contexte périnatal? S'il y a une chose que je suis certaine, c'est pas pour mal faire. Ça, je suis profondément convaincue que tout le monde comprend l'importance, mais des fois, c'est par manque de connaissances, par manque de compétences et par manque d'aisance d'aborder, ça peut être leur propre malaise d'aborder le sujet. Il y a certainement le manque de temps et il y a certainement aussi des lacunes au niveau des ressources. Je vous parle ici d'un autre outil que nous avons développé en collaboration avec la Direction de la santé publique au ministère. C'est des outils pour promouvoir le bien-être des nouveaux parents avec la santé mentale positive. La santé mentale positive, en fait, c'est vraiment associé au bien-être. C'est vraiment de la promotion de ce que je peux faire pour me sentir mieux. Donc, on a développé 2 outils. Un outil qui est présenté à gauche, je vous ai mis juste les premières pages, là, mais il y en a un peu plus.
Donc, à gauche, vous voyez l'outil bien-être des futurs et nouveaux parents. C'est destiné à la clientèle, une clientèle universelle. On a essayé de faire ça le plus simple possible, le plus accessible possible. Donc, c'est un outil recto-verso que vous pouvez proposer à vos patients, puis vous pouvez les aider à le compléter. C'est vraiment une piste de réflexion, comme le disaient mes collègues tout à l'heure. Ben, c'est pas quand ça va moins bien que tu es en mesure de prendre un pas de recul pour pouvoir te dire qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Donc, ici, on est vraiment dans de la promotion. On gagne à y penser d'avance. Et on a également l'outil à droite pour les intervenants qui est un peu plus volumineux, qui explique en quoi consiste la promotion de la santé mentale positive, puis explique comment vous pouvez, comme intervenant, accompagner les familles à utiliser le document sur la santé mentale positive. Donc, je vous laisse le code QR, mais vous pourrez les retrouver très facilement sur le site du ministère qui font partie des outils qui ont été mis en ligne au mois de mai, très récent. Un projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler au courant des dernières années, c'est le projet Grand Ours. Donc, le projet Grand Ours, c'est une initiative du CHU Sainte-Justine, mais qui a fait des petits bébés un peu partout. On a mis en place une formation en santé mentale périnatale parce que nos intervenants nous disaient « je ne me sens pas à l'aise ». Je manque de connaissances. Donc, c'est une formation qu'on a fait à l'interne, qui est obligatoire pour tout le monde, qui travaille avec la clientèle mère-enfant. On a fait le choix d'implanter le dépistage systématique de la dépression périnatale, puis on a aussi développé une trousse de soutien et d'accompagnement pour les futurs et nouveaux parents. Et tout ça, j'ai eu la chance de travailler sur ces 3 projets-là, donc il ne devrait pas y avoir trop de redondance. Tout ça est dans la même lignée, ils sont très complémentaires. Tous ces outils qu'on vous présente, tant Toi, mon bébé, la trousse de Grand Ours ou les outils en promotion de santé mentale, c'est des outils qu'on peut utiliser de différentes manières à différents moments. Tous ont le même objectif, mais je pense que c'est bien de pouvoir varier aussi l'offre pour répondre aux besoins de la clientèle. La trousse bien-être en période périnatale est disponible en français et en anglais sur le site de Sainte-Justine. Vous pouvez aller les chercher, les diffuser, les partager sans aucun problème. Donc là, ma bonne nouvelle, en fait, c'est qu'au courant de la prochaine année, je vous disais que dans le cadre du projet Grand Ours, on a fait une formation sur la santé mentale périnatale. Quand je vous dis que le projet a fait son chemin, il s'est rendu jusqu'au ministère. Donc, dans le plan d'action de périnatalité qui a été déposé récemment, il est souhaité qu'on puisse soutenir les professionnels et les intervenants dans leur intervention. Donc, la formation qu'on a à Sainte-Justine, je suis en train de la réviser, de la bonifier et elle sera déposée sur les nerfs disponibles pour tous les professionnels au courant de la prochaine année. Donc, ça reste encore à déterminer, mais ça s'en vient. On va parler de tous les enjeux biopsychosociaux en santé mentale, l'adaptation à la parentalité, les troubles de santé mentale courants. On va parler d'évaluation de l'état mental, les facteurs de risque, facteurs de protection et les habiletés en relation d'aide. Il y aura aussi la même formation qui sera déposée sur l'ENA pour les intervenants en santé communautaire, les intervenants communautaires, en fait. Donc, on veut vraiment, si on dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, bien nous, on veut essayer de rendre le plus d'intervenants, de professionnels à l'aise puis compétents pour pouvoir adresser la santé mentale des parents. Puis ça ne prend pas de temps que ça, dans le sens on n'a pas besoin d'être un psychiatre pour parler de santé mentale, sans t'offenser, mon cher Martin, mais je pense qu'on a tous on a tous un petit rôle à jouer là-dedans. Donc, comment on prend soin de la santé mentale? Bien, considérer le contexte associé à la périnatalité, Martin en a parlé tout à l'heure, et tous les enjeux que ça comporte, reconnaître les facteurs de risque, écouter, s'intéresser, légitimer et valider le vécu des parents, souligner leurs forces parce qu'ils en ont toujours et les mobiliser vers leurs facteurs de protection. Connaître les ressources communautaires de votre milieu, il existe des ressources incroyables dans toutes les régions du Québec. Donc, quand vous connaissez les ressources de votre milieu, c'est plus facile de référer vos familles, les familles sous vos soins. Être attentif à la présence de tous les drapeaux rouges qui font partie de la formation sur la santé mentale. Dans le fond, tout ça, c'est pour soutenir l'adaptation à la parentalité et le sentiment de compétence parentale. Alors, je dis, soyons opportunistes. Il y a au moins 10 visites anténatales pendant une grossesse. Il y a un séjour entourant l'accouchement. Il y a un suivi postnatal, puis il y a des tonnes de rendez-vous périodiques pour le suivi de l'enfant de 0 à 5 ans. Sylvana l'a dit tout à l'heure, la périnatalité, c'est une panoplie de fenêtres d'opportunités. On n'a pas besoin d'aller en détail à chaque fois en profondeur, mais de demander comment ça va, d'ouvrir la porte. Les gens vont aller vers vous après, puis juste de savoir que vous êtes ouvert à cette discussion-là, que vous vous préoccupez autant de la tête que de la bédaine dans laquelle grandit un beau bébé.
ça va les mettre en confiance, ça crée une relation thérapeutique, ça fait partie du soutien dont ils ont besoin pour traverser les heures de la parentalité. C'est vrai que des fois, parler santé mentale, c'est ouvrir la boîte de Pandore, mais si je vous ramène dans la mythologie grecque, à la fin de l'histoire de la boîte de Pandore, bien que tous les maux du monde se libèrent de la boîte, il reste une lueur d'espoir face à l'adversité. On peut poursuivre. Donc, toi, moi, bébé, dans la pratique, mais Martin le dit également, donc moi, je dis être convaincu pour être convaincant. Il n'y a rien de tel que s'approprier un contenu pour pouvoir en parler à nos patientes, de faire les lectures, faire les exercices, faire les projets, avoir les réflexions qu'on vous propose. Puis, on n'a pas besoin d'être enceinte ou d'avoir un enfant pour apprécier toi, mon bébé. Pour vrai, on l'a mis dans un contexte périnatal, mais c'est la base. Comment nos pensées nuisibles peuvent nous créer du tort? Comment est-ce qu'on peut changer nos pensées pour se sentir mieux? Comment on peut introduire des activités agréables à notre vie pour prendre soin de soi? Comment on peut mieux communiquer? On gagne tous à lire Toi, moi, bébé. Repérer la clientèle qui pourrait en bénéficier. C'est encore mieux de le faire à deux. On recommande chaudement, donc ce que le patient peut la famille puisse s'appuyer sur vous et puisse se référer à vous pour traverser le programme et à faire les apprentissages chez l'idéal. Et moi, je le vois une carte dans votre manche, en tout ou en partie. Si vous connaissez bien, et c'est pas un devoir que je vous fais là, c'est vraiment dans l'optique de, on est encore plus aidant quand on sait de quoi on parle. Et Toi, mon bébé, c'est des cartes dans notre manche. Quand la personne a dit, je ne sais pas comment trouver du temps pour moi, bien, on peut faire référence au module sur les activités agréables. Il y a des liens qu'on peut faire en fonction de ce que les clients nous disent. Donc, je le vois comme ça, je vous le propose, je vous le recommande fortement. J'ai eu la chance aussi dans le projet pilote au tout début de Toi, mon bébé, d'accompagner des femmes qui l'utilisaient. J'ai pu constater à quel point en fait, elles m'ont nommé à quel point ça a complètement changé leur expérience de grossesse, puis comment ça leur a donné des atouts incroyables pour la suite. Puis Marie-Michel pourra vous en témoigner également. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Valérie, pour ce tour d'horizon des autres outils en santé mentale périnatale très complémentaires au développement de Toi, moi, bébé. C'est une carte dans la manche des collègues, absolument. Puis c'est aussi l'occasion dans les prochains mois pour le CHUS de l'Est, en collaboration avec le CHU Sainte-Justine et les collègues en santé mentale périnatale au Québec, de monter une micro-formation pour l'utilisation de l'outil Toi, moi, bébé. Donc, ça aussi, c'est également prévu de notre côté, là, et on va s'assurer de la cohérence là, de ce panier de services-là avec les collègues ministériels et du CHU dans l'intégration de Toi, moi, bébé également. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Karine Trudeau, qui est à PPR en santé mentale périnatale et numérique au niveau du CETI-SMDI au CHUS de l'Est, qui va nous faire un pas à pas à l'intérieur même du site web de Toi, moi, bébé. Donc, toitmoibébé.ca. Donc, Karine, à toi la parole. Merci beaucoup, Jennifer. C'est vraiment un privilège d'être parmi vous ce midi en si grand nombre. Vous êtes tellement nombreux. Ça fait de moi en ce moment une maman nerveuse. Donc, vous allez voir comment une vraie maman pourrait utiliser réellement Toi, moi, bébé. Donc, je vais vous partager mon écran. Normalement, vous devriez voir apparaître à l'écran tout simplement une page Google. Une maman qui aurait vu lors de son suivi grossesse une affiche qui est indiquée Toi, mon bébé. Elle va chercher dans Google Toi, mon bébé parce que c'est ça qu'elle a vu sur l'affiche. Et voilà, c'est le premier lien qui sort. C'est tout simple. On clique dessus. Et là, on va pouvoir arriver sur le site de Toi, mon bébé. Il y a une petite bannière qu'on doit bien sûr accepter. Une fois que c'est accepté, ça ne revient plus dans l'expérience utilisateur. Donc là, c'est la page d'accueil de Toi, moi, bébé. On se demande un peu c'est quoi Toi, moi, bébé. On peut se connecter si on a déjà un compte ou se créer un profil, mais on n'est pas certain. Alors, on va aller lire un petit peu c'est quoi Toi, moi, bébé, plus en détail pour essayer de comprendre. Ça peut arriver également que, comme on mentionnait, comme les collègues mentionnaient plus tôt, que Toi, mon bébé ne soit pas exactement ce dont on a besoin à ce moment-là. Donc, on a mis ici un bandeau pour savoir si c'est des ressources qui pourraient être pertinentes dans votre cas, de ne pas hésiter à les utiliser. Donc, comme on disait, Toi, mon bébé, ce n'est pas nécessairement la panacée, il peut y avoir d'autres besoins d'aide. Le bandeau est disponible ici.
On n'est toujours pas convaincu, est-ce qu'on se crée un profil, on a-tu le temps ou non? On navigue encore un petit peu sur le site. Donc, Toi Moi Bébé vient de Mothers and Babies, qui a été faite en Californie, aux États-Unis, par M. Ricardo Munoz. Donc, il a été adapté par l'équipe à Sainte-Justine, dirigée par Sylvana Côté, et il a été propulsé par le CETI SMDI. On n'est toujours pas certain, est-ce qu'on se crée un profil ou non? Donc, on continue à naviguer. Il y a des contacts, s'il y a des soucis, il y a la boîte courriel support ou c'est pour des questions, commentaires, il y a Info Toi Moi Bébé. Ou sinon, il peut y avoir également d'autres ressources disponibles en ligne. On peut aller cliquer, voir qu'est-ce qui est disponible. Il y a la page Québec Santé Mentale qui est disponible pour avoir d'autres ressources. On peut aller demander de l'aide et du soutien. Besoin de parler avec quelqu'un rapidement. C'est les mêmes services qu'on présente. Donc, il y a une cohérence, une constance dans l'expérience utilisateur qui est proposée. Il peut y avoir également d'autres outils en ligne qui sont disponibles, comme par exemple Aller mieux à ma façon, Retrouver son entrain, iSmart, plus fort. Et là, on boucle la boucle. On revient sur Toi Moi Bébé. On est convaincu. On va aller maintenant se créer un profil. Donc, c'est ici pour vous montrer que le but, c'est que la navigation soit simple. On est débordé, on a beaucoup de choses à faire. On ne veut pas nécessairement là, que ce soit lourd, complexe. Donc, en quelques clics, on va commencer, on va créer un profil tout simplement et on va pouvoir commencer à faire les modules de Toi Moi Bébé. Non, et non. Une adresse courriel valide. Et voilà. Je suis une maman et j'en ai entendu parler au travail. On aime bien que les gens puissent remplir ces sections-là pour avoir quelques statistiques puis connaître c'est qui nos personnes qui vont utiliser Toi Moi Bébé, comment ils ont entendu parler de Toi Moi Bébé. C'est très intéressant d'avoir de l'information. OK. Puis là, une fois que j'ai créé mon profil, je vais devoir aller dans ma boîte courriel. Je ne vais pas vous le montrer en ce moment d'aller dans la boîte courriel, mais on doit tout simplement activer notre compte. Et se connecter. Donc là, on est vraiment dans les modules de Toi Moi Bébé. Tout ce que je vais vous dire se retrouve dans le module Introduction. Donc, c'est tout écrit, là, tout ce que je vais nommer, là, vous pouvez le retrouver tel quel dans le module d'Introduction. Ce qui est suggéré habituellement, minimalement, pour la femme enceinte ou la nouvelle maman, c'est de faire en équipe avec son partenaire, son conjoint, sa conjointe, ou toute personne qui vient en soutien à la femme enceinte ou la nouvelle maman, de faire minimalement le module 1 accompagné et également le module 8 qui porte sur la communication, de faire au moins ces deux modules-là en équipe. Ensuite, Toi Moi Bébé, c'était adapté de l'outil américain Mothers and Babies qui se base sur la thérapie cognitivo-comportementale, plus spécifiquement la gestion saine de la réalité interne qui va s'adresser au niveau des pensées, la gestion des pensées qui va être abordée là, vraiment en détail dans les modules 3, 4, 5. Donc, il est recommandé de faire les modules 3, 4, 5 un peu ensemble, un à la suite de l'autre. Il va y avoir également tout le volet de la gestion de la réalité externe qui va être adressé par les activités, la découverte des activités agréables, les stratégies pour pratiquer les activités agréables. Donc, on suggère également de faire les modules 6-7 ensemble, mais 6-7 peuvent être faits avant 3, 4, 5. Il y a pas de, c'est pas obligé de faire les modules 1 à 10 dans l'ordre. Donc, c'est vraiment selon ce que vous voulez recommander à la personne, selon vous jugez qu'est-ce qui est plus pertinent selon ce que la personne va vivre à ce moment-là, de suggérer les modules. Donc, l'introduction, tout ce que je viens de vous dire est disponible dans l'introduction. C'est écrit tel quel.
Ensuite, le module 1, être en équilibre, va aborder le stress. Le module 2, mais pour favoriser on va parler de favoriser mon bien-être, de la pleine conscience, des méthodes de relaxation. Donc, 3, 4, 5, c'est la gestion des pensées. Mes pensées influencent mon humeur. Découvrir mes erreurs de pensée, accueillir et modifier mes pensées. Les modules 6, 7, donc on parle des activités agréables et à faire avec bébé, par exemple, des stratégies pour pratiquer des activités agréables, comment trouver du temps dans son horaire pour pratiquer des activités agréables. Le module 8 qui est très important, mieux communiquer, qui est à faire avec accompagné d'une autre personne. Et finalement, envisager l'avenir et le module complémentaire pour les grossesses à risque élevé, grossesses particulières ou des grossesses plus, le mot m'échappe, atypiques. Il nous reste 2-3 minutes, Karine. Oui. Peut-être si tu veux Je montrer termine. quelques éléments clés, puis Voilà. une section outils et ressources, puis on va passer à Marie-Michel. Donc, il y a une barre de progression là, pour suivre notre progression, savoir on est rendu où dans le module. Donc, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est la diversité. Donc, il y avait une vidéo, il y a des audios, il va y avoir des bandes dessinées, du texte. Donc, il y a différents moyens d'apprendre tout au long de Toi, mon bébé. C'est très... c'est pas comme un livre qu'on lit de A à Z. C'est vraiment de l'adapter puis voir qu'est-ce qui est pertinent à quel moment. C'est dynamique, on ne veut pas que ce soit statique. Il y a également des questions, il y a des endroits pour pouvoir y répondre. Puis là, ce que je veux vous montrer, c'est quand on répond à des questions, ça va être disponible dans la boîte à outils, tout ce qu'on va avoir répondu. Et tout est confidentiel, là, les réponses, personne d'autre que vous-même pouvez aller y répondre. Et voilà, on va l'envoyer. C'est un test. Et ça se retrouve dans la boîte à outils. Tous les exercices, les réponses aux exercices vont être présentes. Donc là, j'étais dans le module 1. Ici, j'ai fait mon exercice et je vais retrouver mes réponses. On peut mettre autant de réponses qu'on a besoin, on peut le refaire encore si on a d'autres idées. Donc, on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Donc, toutes les réponses vont se trouver dans la boîte à outils, outils et ressources. C'est très diversifié. Il va y avoir les articles scientifiques qui démontrent la validité scientifique de Mothers and Babies. Là, il y en a de nombreux articles, donc on peut les retrouver dans la boîte à outils. Un journal de pensée aussi à faire en ligne ou en version PDF. Si vous désirez l'imprimer, le remettre, c'est possible de le faire aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir de manière interactive en ligne ou version PDF qui est également disponible. Donc, je ne veux pas aller trop dans le détail non plus dans la boîte à outils. Là, je vous laisserai l'opportunité de pouvoir vous l'approprier, le découvrir plus en profondeur et en détail par vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine, pour ce tour d'horizon rapide de la plateforme. Donc, on va conclure notre brochette de panélistes avec Marie-Michel Poirier. C'est du savoir expérientiel autour de la table. Marie-Michel, encore une fois, on a tous un savoir expérientiel, mais Marie-Michel d'autant plus avec la plateforme, donc comme expérience vécue. Maman partenaire au CHU Sainte-Justine, elle est elle-même aussi infirmière de profession. Donc, je vais laisser Marie-Michel nous livrer son témoignage avec l'utilisation de la plateforme. Bonjour, merci Jennifer pour la présentation. Je me présente, je m'appelle Marie-Michel. Je suis infirmière ici au CHU Sainte-Justine, mais avant tout, je suis une maman de 3 enfants, puis une grande de 4 ans, puis des petits jumeaux de 22 mois. Donc, tranche de vie témoignage, lors de ma première grossesse, c'était bien déroulé, là. Ça a été plutôt la surprise au niveau du postpartum pour mon expérience personnelle. J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que je pensais de devenir maman. J'ai trouvé que je me sentais bien toute seule là-dedans. J'avais été probablement mieux accompagnée dans certains autres moments de ma vie, malgré qu'en ce moment, je devenais parent, puis c'était ce que je trouvais que je faisais le plus difficile que je n'avais jamais fait. Donc,
quand je suis retournée au travail, c'est là la première fois que j'ai entendu parler de Toi, moi, bébé, puis je me suis tellement demandé pourquoi j'avais pas eu ça à mon premier postpartum. Je me disais, mais ça l'aurait été pertinent. Je pense que ça m'aurait aidé sur plusieurs choses. Puis, je suis retombée enceinte et c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'attendais des jumeaux. Et là, le choc, j'avais peur de revivre ce que j'avais vécu à mon premier postpartum. Donc là, j'ai digéré la nouvelle et je suis un peu tombée en mode solution. J'avais envie de me préparer cette fois-ci, de me préparer mieux. Puis, on m'a proposé à ce moment-là, Toi, mon bébé, qui était à l'étude à ce moment-là. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire le programme. Puis, je peux dire que pour une expérience personnelle, concrètement, ce que ça m'a apporté, ça l'a, ça l'a pas diminué les difficultés de la parentalité, mais ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de comprendre beaucoup mieux mes pensées. On a parlé énormément des pensées plus tôt. Moi, ça a été un des points centraux au travers de Toi, moi, bébé. Ça a été de comprendre mes pensées qui étaient nuisibles, puis au travers des exercices, de les identifier, d'essayer de les changer pour atteindre une meilleure humeur. Puis, je pense que ce qui a été révélateur pour moi en lien avec le Toi, moi, bébé et mon deuxième postpartum, ça a vraiment été que mon moral était vraiment plus présent. Faire face aux difficultés était un peu plus doux, même si ça ne les a pas diminués. Ils étaient là, mais le moral était présent. Puis, une autre chose que j'ai beaucoup appréciée de mon expérience avec Toi, moi, bébé, par rapport à leur sujet, c'était l'identification des activités agréables. Puis, pour moi, ça a été une façon d'identifier ce que je faisais peut-être déjà, que je croyais très banal, pour prendre soin de moi. Et ça m'a amené à trouver des activités qui étaient agréables, qui allaient me faire du bien, tout en étant réaliste de ma réalité, en fait. De maman avec deux petits jumeaux et une grande fille de 4 ans à la maison. Donc, c'est vraiment ce qui a été révélateur pour moi au travers de Toi, moi, bébé. C'est une plateforme qui a été, pour ma part, simple à comprendre. J'ai côté utilisation, hein. Je suis vraiment contente que d'autres parents puissent en bénéficier. C'est certain que moi, ça a été dans l'optique on parlait de prévention, promotion. Moi, j'étais à ce moment-là dans une optique de prévention. Je voulais me préparer. Je voulais prévenir de retrouver ça difficile. Je voulais prévenir d'avoir une santé mentale qui aurait été peut-être plus fragile parce que je me sentais à ce moment-là fragile. Mais donc, pour ma part, c'est vraiment ce qui a eu un très gros impact avec Toi, moi, bébé. Je suis vraiment fière de vous partager mon expérience aujourd'hui. Puis, c'est certain qu'en tant qu'infirmière, je suis vraiment contente de pouvoir me dire que selon l'évaluation auprès de ma patiente, on va être capable de le proposer, quitte à proposer même un module qui peut-être reflétait le besoin qu'elle, euh, qu'elle nous parle aujourd'hui. Mais ça, c'est le petit regard infirmière, mais Comme maman, en ouais. fait, comme si tu avais à le recommander, comment tu l'expliquerais dans son utilisation au quotidien? Si tu avais à l'expliquer à une autre maman qui souhaiterait l'utiliser dans son quotidien, mais ne saurait pas trop comment le faire dans sa journée. Est-ce que c'est au début de la journée? C'est quand tu te sentais moins bien ou tu y retournais au fur et à mesure? Comment était ton interaction avec l'outil? Moi, je pense que j'irais dans lui proposer quand elle se sent bien, peut-être. Je pense que quand on disait qu'il fallait être dans un mode de prévention, promotion, qu'on est capable de mieux les appliquer, je pense que de le proposer, de le faire dans un moment où la patiente, elle se sent bien, qu'elle est dans un environnement favorable. Moi, je pense que ça serait dans ce moment-là que je lui proposerais. Puis, en étant réaliste, là, en voulant dire
les modules, on peut les faire séparer. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de flexibilité, puis on est capable peut-être de dire, je pense que ça serait aidant si on commence par tel et tel module Mhm. pour rendre ça un peu réaliste, parce que c'est pas la réalité de tout le monde de pouvoir s'asseoir tranquillement puis de le faire concentré, là. Mais je pense Oui, que je lui proposerais de cette façon-là. super. Ça nous amène à nos questions-réponses. Donc, un petit peu le moment du panel avant de conclure dans les 10 prochaines minutes. Donc, quelques questions en rafale, puis après, on va prendre les questions aussi de la salle. Donc, merci beaucoup encore une fois pour toutes vos interventions. On va rester sur le même sujet de l'auto-soin, de l'autogestion. Donc, aujourd'hui, autour de la table, il y a des intervenants, mais il y a aussi des gens de la population qui nous écoutent. Ça va être disponible sur YouTube. Donc, comment on expliquerait, en fait, dans nos mots, chacun d'entre vous, si vous pouvez me donner une phrase ou deux sur comment vous expliquerez le phénomène d'auto-soin, d'autogestion en santé mentale périnatale? Qu'est-ce que c'est l'autogestion pour vous? Comment vous le comprenez? Puis comment on peut favoriser cette compréhension-là dans des mots simples auprès de la population? En fait, je dirais déjà d'être conscient de la situation dans laquelle on se trouve, déjà d'être conscient des bouleversements, les enjeux qui viennent avec la parentalité. C'est bien plus que mettre au monde un enfant, devenir parent. C'est la première chose. Puis après ça, c'est comment est-ce que je peux prendre soin de moi à travers cette belle aventure-là, le plus grand rôle de notre vie. Donc, l'auto-soin en santé mentale, c'est de se donner les outils pour faire face à ces enjeux-là. Ça ne va pas nécessairement changer le fond des choses. Il va y avoir des difficultés, du manque de sommeil, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir des doutes, il va y avoir certainement de la culpabilité. Mais c'est d'apprendre à mieux se connaître comme personne et se mettre en action pour aller mieux. C'est d'accepter radicalement la réalité. Des fois, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut rien y changer. Voici mon quotidien, voici ma réalité. Puis Martin pourra certainement renchérir, mais pour moi, c'est ça. C'est la première étape qu'on peut faire pour se sentir mieux. Puis comme professionnel, on peut soutenir les gens dans cette démarche. Merci beaucoup. Docteur Saint-André, la balle vous est donnée, puis ensuite, je donnerai la parole à professeur Côté. Ah, merci. Ben, les auto-soins, c'est beaucoup d'abord d'avoir le cran d'identifier qu'on veut changer quelque chose. C'est redécouvrir des remèdes de grand-mère. Et aussi, c'est de réaliser qu'un auto-soin, dans le fin fond, là, c'est un hétéro-soin, mais en différé, cette affaire. Donc, c'est des soins qu'on peut s'offrir, mais à son propre rythme, en ayant ses propres questions, puis éventuellement en trouvant ses propres interlocuteurs, soit dans son environnement immédiat, soit dans son environnement de soins, parce que tout le monde est entouré dans une communauté de personnes qui sont là pour les appuyer, qui s'appellent les gens du réseau communautaire, etc. Voilà. Pour moi, l'auto-soin, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est quelque chose de petit qu'on fait régulièrement. Euh, les choses qu'on fait régulièrement, on les connaît, c'est plus facile de les faire. Quand on fait une grande vacance une fois par année, c'est bien, mais si on attend toute l'année pour prendre cette grande vacance, on va peut-être souffrir le reste de l'année. Donc, l'auto-soin, c'est comme un peu bien manger ou bouger, être actif. C'est des choses qu'on met dans notre routine, qu'on met dans notre façon d'être, façon de faire, et c'est ça qui a un effet thérapeutique. Même si on est en thérapie et que notre professionnel va nous dire, va nous écouter, va nous valider, etc., et va nous faire des recommandations, au bout du compte, c'est la personne qui fait sa propre thérapie à l'extérieur de l'aide qu'elle reçoit par un professionnel. Donc, l'auto-soin, c'est d'avoir des stratégies pour faire ça. Merci beaucoup pour ce tour de roue. Peut-être rapidement, Karine, mais ensuite, on va passer à la prochaine question. Donc, pour donner un exemple concret de ce que Sylvana Côté disait, moi, comme maman de 4 enfants, le matin, mon conjoint et moi, on se fait du bon café chaud, ça sent bon dans la maison. Quand je suis au travail le midi, je me fais un thé. Et en soirée, avec les 4 enfants à la maison, après le souper, je me fais une bonne tisane à la camomille tous les jours. C'est ma routine, puis c'est ma façon de prendre soin de moi-même.
un peu ça, les autosoins, finalement, de l'intégrer dans notre quotidien. Merci beaucoup, Karine. Donc, une autre question, puis ensuite, on va passer aux questions de la salle, mais rapidement. Donc, si on avait une baguette magique, hein, quels seraient les prochains développements envisagés, notamment à la recherche pour Toi, moi, bébé et tout autre développement en santé mentale périnatale numérique comme ceux-là? C'est quoi les prochaines étapes à la recherche à aller explorer après avoir monté un projet comme celui-là? La question est pour professeur Côté, mais pas Oui, exclusivement. oui, oui. Si on avait une Ben, baguette magique, on s'y prendrait comme pour la suite des choses. Toi, moi, bébé, c'est plus centré sur le prépartum en préparation du postpartum. En sachant que le postpartum, c'est là qu'il y a quand même beaucoup d'actions puis beaucoup de défis. Euh, une des priorités que l'équipe a, c'est de bonifier les stratégies pour gérer les défis du postpartum. Donc, là, on est à une étape où on met la table pour que ça se passe bien en postpartum, mais après, dans le feu de l'action, développer ou renforcer les stratégies pour ça. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un complément là-dessus que vous souhaitez amener dans le développement futur d'un projet comme Toi, moi, bébé? Des applications cliniques autres, des éléments développés? C'est évident qu'on a on a beaucoup d'idées sur la table. On veut réserver des surprises aux 300 quelques personnes qui étaient là aujourd'hui. Donc, mais je pense que la question de l'utilisation par les soignants, ça reste quelque chose qui est très important parce que plus on le comprend, plus on comprend les écueils, plus on peut pivoter, improviser, plus on est efficace. Donc, il y a certainement une avenue très intéressante à aller chercher de ce côté-là. Évidemment, ben, après la naissance, tout continue. Donc, bien sûr, et puis la sensibilité culturelle, ben, on n'est jamais trop sensible culturellement. Donc, c'est Des très des très bonnes avenues de réflexion pour la suite des choses. Donc, en terminant, quelques questions en rafale de la salle. Donc, la première question se lit comme suit. Donc, l'outil s'adresse aux parents jusqu'à quel âge? Donc, peut-être que je peux laisser Sylvana répondre. Donc, les enfants de... Oui, Sylvana, peut-être Valérie? On va y aller en rafale pour ceux-là. Donc, Y a-t-il vraiment une limite d'âge? Je crois pas. Je crois qu'on peut toujours prendre soin de soi. Je pense que c'est comme parent, c'est jamais trop. Donc, je dirais tant et aussi longtemps que nécessaire. Moi, j'aurais besoin de toi, moi, ado. Donc, je pourrais peut-être adapter ces conseils-là aussi très bien. Merci beaucoup. Donc, principalement, en fait, l'outil, quand il a été développé, là, euh, pour que ce soit cohérent pour tout le monde aussi, c'est principalement la grossesse jusqu'à l'âge de 12 mois, mais utilisable aussi autant et aussi longtemps que c'est nécessaire et que ça rapporte aussi à la maman, aux coparents. Donc, très bien, merci. Sinon, on nous donne un commentaire aussi, le parcours patient est excellent. Avez-vous développé l'outil ou vous avez utilisé un LMS en white label. Donc, non, effectivement, ça a été développé à la recherche, ça a été rehaussé, propulsé par le mandat du CTSMDI. Donc, ça a été une conception comme telle. Y a-t-il une partie du site qui est dédiée au deuil périnatal? Donc, il y a des ressources sur le deuil périnatal à l'intérieur du site, mais peut-être les collègues, si vous voulez renchérir sur la spécificité du deuil périnatal. Alors, on l'adresse pas comme tel. Effectivement, on a des liens vers des ressources. Euh, mais peut-être, Martin, tu as des réflexions sur le sujet? oui, ben, merci Sylvana. Effectivement, l'expérience clinique qu'on en a nous indique que c'est utile pour les grossesses qui succèdent les deuils périnatales parce qu'il y a beaucoup d'éléments en lien avec la communication, en lien avec précisément d'accueillir les souvenirs qui reviennent, etc. Donc, ça peut être un outil qui peut être intéressant et qui est cliniquement utile. Par contre, on n'a pas développé de section spécifique sur le deuil périnatal parce on voulait circonscrire. La question de l'adoption aussi pourrait être très intéressante à développer, puis on n'a pas abordé non plus l'aspect de ces
familles-là qui vivent aussi des tableaux dépressifs parfois. Merci beaucoup. Une autre question s'adresse à l'alternative téléphonique. Donc, est-ce qu'il y a une alternative de type ligne téléphonique pour la clientèle dépourvue d'accès Internet? Je présume que la question se lit comme ça. Donc, effectivement, pour tous les outils en stratégie numérique en santé mentale, il y a des liens qui sont faits avec le 811 option 2 Info sociale. Donc, à terme, c'est des éléments là, qui vont être ajoutés à la boîte à outils des intervenants aussi au 811. Mais pour le moment, il n'y a pas de ligne téléphonique directe, là. Non, c'est un outil, un programme en ligne comme tel. Donc, on nous suggère également des versions imprimées qui pourraient être disponibles. Effectivement, il est prévu aussi dans le lancement de l'outil d'avoir un kit de déploiement qui va partir vers les établissements et les milieux communautaires dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc, restez à l'affût. Il y aura également là, une affiche et un signet qui seront imprimables pour vous dans les et utiles pour les cliniques externes. Oui, docteur Saint-André. Oui, très brièvement, ben, ou quand il y aura disponibilité de la version papier, mon conseil amical d'utilisateur clinicien, c'est de le dédicacer aux familles. Puis ça, là, ça veut dire beaucoup. Pour des gens qui s'en retournent à la maison avec ça, ils peuvent le garder des fois dans leurs souvenirs de grossesse, etc. Ils peuvent enlever des pages, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il y a comme quelque chose qui est intéressant pour certaines familles. C'est l'objet transitionnel. Oui, Sylvana. Ben, je constate qu'il nous reste peu de temps, mais j'aimerais prendre le temps de dire que cette version 3 mois bébé pour l'équipe recherche, c'est la version 2.0 et on entend bien se rendre à une version 5.0 au fil des prochains 10 ans peut-être. Donc, on vous invite chaleureusement à nous donner vos rétroactions sur l'utilisation en fonction des contextes que vous, des patientes ou des clientes ou des personnes que vous accompagnez. On va en faire un inventaire et on espère être capable d'en adresser un certain nombre parce que on veut que ça soit pertinent pour un ensemble de personnes. Ouais. Absolument. Peut-être que je conclurai sur 2 dernières questions. Donc, est-ce que cet outil-là va être intégré éventuellement dans le guide de mieux vivre avec son enfant, etc., dans l'ensemble des régions du Québec? Donc, est-ce que c'est un des objectifs visés? Oui. Donc, notre objectif, c'est de se rapprocher là, des grands programmes comme ceux-là et être en mesure d'en faire la promotion à l'intérieur de ces outils-là également. Et une dernière, peut-être, question qu'on peut prendre. Donc, est-ce que, dans le fond, dans notre section de ressources, est-ce qu'il est possible d'ajouter de nouvelles ressources ou de bonifier cette section-là avec des références vers les centres de ressources périnatales? Donc, je pense qu'on peut certainement dire qu'on est en amélioration continue sur l'ensemble de l'œuvre et la section des ressources également. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter en visitant le site du CIUS de l'Est de l'île de Montréal sur l'onglet du Centre d'expertise TI, Santé mentale, dépendance, itinérance, ou le courriel que vous avez reçu là, pour le webinaire. Et donc, on prendra toutes vos suggestions là, en note et ce sera discuté ultérieurement. Donc, écoutez, c'est ce qui conclut notre panel d'aujourd'hui. Merci énormément à vous tous. Donc, professeur Côté, docteur Saint-André, Valérie Sanson, Karine Trudeau, également Marie-Michel Poirier. Donc, merci énormément à vous d'avoir été avec nous. Et le tout sera encore une fois disponible sur le YouTube du CIUS de l'Est. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci.